Nous allons aborder maintenant les droits des patients afin que vous preniez conscience, une conscience éclairée des droits de l'ensemble des patients et particulièrement de ceux que vous accueillez qui sont sans communication. Alors il est important de savoir que l'ensemble de ces droits se trouvent regroupés dans des chartes. Ces chartes sont applicables dans l'ensemble des établissements. Il s'agit de la charte des personnes hospitalisées dans tout le secteur de la santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les services de rééducation, les longs séjours, les hospitalisations même à domicile. Et une autre charte s'applique, la charte des droits et libertés de la personne accueillie dans tout le secteur médico-social, qui va concerner les EHPAD, donc les maisons de retraite et toutes les structures qui accueillent des personnes notamment porteuses de handicap, qui vont être des maisons d'accueil spécialisées, des MAS, des foyers d'accueil médicalisés, des femmes, des foyers d'hébergement, des instituts médico-éducatifs, des IME, voilà, et j'en passe. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la charte de la personne hospitalisée parce que c'est une charte qui est extrêmement répandue et est assez brève, assez concise. Donc nous allons voir l'ensemble des droits que les patients peuvent réclamer, ou leurs proches d'ailleurs, pendant leur prise en charge, voire après, et même en cas de décès, les ayants droit peuvent se pourvoir et réclamer des connaissances sur ce qui s'est passé durant l'hospitalisation. Alors tout d'abord, l'un des principes premiers de cette charte du patient hospitalisé est le choix du lieu de vie. C'est-à-dire qu'un patient qui refuserait d'être hospitalisé, qui refuserait ce type de prise en charge, doit être entendu. Ensuite, dans tous les établissements, on doit à la personne accueillie des traitements de qualité, des soins de qualité et un accueil également de qualité. On doit engager des démarches dans cette direction afin que toutes les problématiques ponctuelles trouvent une solution et qu'elles ne se reproduisent plus. Par ailleurs, chaque patient doit obtenir toutes les informations possibles sur sa pathologie ou son handicap et sa situation au moment où il est pris en charge dans l'hôpital, par exemple. Cette information doit être accessible, donc cela veut dire que si l'on a en face de soi une personne qui est sourde, il faut pouvoir lui parler en langage des signes s'il le faut, en détection des mouvements des lèvres ou par exemple sur un patient étranger, il faut pouvoir lui parler dans sa langue pour qu'il vous comprenne. Vous ne pouvez pas considérer que l'information a été donnée si elle n'a pas pu être comprise par la personne. De la même manière, accessible veut dire également que pour une personne qui n'aurait pas toutes ses facultés intellectuelles, vous devez adapter votre discours pour que l'information soit accessible par cette personne. Alors, quand je parle d'information,
je les traite au sens large, c'est-à-dire bien sûr c'est la question du diagnostic médical, mais pas seulement, c'est l'information sur les horaires de visite, les informations sur les soignants qui les entourent, les soins qui vont être prodigués, les toilettes, etc. Toutes les informations qui doivent être délivrées au patient pour qu'il sache ce qui se passe autour de lui. L'information qui doit être délivrée à ce patient doit être loyale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'enjoliver ou de l'aggraver selon ni son humeur, ni sa volonté détournée de vouloir obtenir un accord qui ne serait pas loyal. Donc attention à cette notion de loyauté. Alors cette information accessible et loyale, elle va permettre d'obtenir du patient un consentement. Ce consentement dont il est question dans l'accessibilité à ce dispositif clin d'œil à la vie est tout à fait exigé, et c'est pour cela également que nous avons ce tuto de présentation et que nous devons expliquer de manière effectivement accessible et loyale tout le déroulé de son fonctionnement, de sorte que ce patient soit en capacité de nous donner un accord qui ait une valeur. Cet accord, bien sûr, dans le cas présent, il nous sera donné par une expression des yeux, un oui exprimé par le langage visuel que nous avons mis en place. Ce patient, il a droit à la confidentialité des informations qui le concernent. C'est-à-dire que personne dans son entourage, professionnel ou bénévole, n'est en droit de divulguer des informations sur cette personne qui ne seraient pas absolument nécessaires au traitement de son dossier médical, de sa prise en charge. Donc il est très important de faire attention aux informations qui sont divulguées, y compris dans les couloirs ou les salles du personnel infirmier, par exemple, où l'on peut échanger des informations de manière informelle et qui n'ont aucunement lieu d'être en termes de suivi du patient en question. Ce patient a droit à son dossier médical. Alors bien entendu, le patient dont on parle aujourd'hui ne va pas pouvoir, lui, consulter son dossier médical. Par contre, ses proches sont habilités à le consulter. Et comme vous devez déjà le savoir, toutes les informations concernant ce patient doivent se trouver dans son dossier médical, que ce soit des indicateurs de tension, des indicateurs cardiaques, des indicateurs d'oxymètre, etc. Tout doit être indiqué dedans, y compris des progrès ou des régressions qui seraient importantes. Et également des dysfonctionnements de service qui peuvent expliquer des problématiques. Donc tout doit être inscrit dans ce dossier et tout sera accessible plus tard, soit au patient s'il se remet, soit à ses ayants droit. Donc il faut être extrêmement prudent parce que les informations qui vont se trouver dans ce dossier peuvent entraîner une responsabilité des soignants, voire des bénévoles qui viennent gracieusement à son chevet. Donc il faut être extrêmement prudent. Autre point, la non-discrimination des personnes. Les personnes ne doivent en aucun cas être discriminées. Je pense à la discrimination sexuelle, homme-femme, mais aussi à la discrimination en termes d'orientation sexuelle qui ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre des soins ou de la prise en charge en général. De la discrimination en lien avec le handicap,
On ne doit pas porter un regard moqueur sur une personne qui est par exemple sourde ou une personne qui serait aveugle et profiter de la situation. On ne doit pas non plus discriminer au regard de la religion, et la religion est un point important. Il y a les religions que nous connaissons tous, les religions classiques, mais il peut y avoir des expressions religieuses liées à des pratiques un petit peu plus marginales qui peuvent être exigées par des patients en fin de vie et qui ne doivent pas être un sujet de commentaires et d'avis sur la question. Toutes les positions religieuses doivent pouvoir s'exprimer au sein de l'hôpital, et ce sont des axes qui doivent être respectés, mais aussi qui doivent respecter l'hôpital. Il est bien évident que ça ne doit pas gêner le fonctionnement du service et la sécurité des autres patients. Voilà donc pour les discriminations possibles. Les patients, qu'ils soient à l'hôpital ou en établissement médico-social, doivent pouvoir avoir des relations avec leurs proches. La famille, les amis doivent y être les bienvenus, dans le respect bien entendu des règles qui sont prescrites par l'établissement lui-même. Mais ce rapport à la société doit rester entier et s'exercer au sein même de l'établissement hospitalier. L'hôpital également doit toujours préserver l'autonomie des patients, c'est-à-dire tout ce que le patient peut faire doit être conservé à tout prix. Il doit être pris en compte l'expression du regard de ce patient, en l'occurrence, et on ne doit aucunement, par exemple, chez une personne qui serait plus autonome et incontinente, on ne doit pas privilégier des protections au détriment d'une aide matérielle physique auprès de ce patient. Il est très important de maintenir au maximum ses capacités motrices. Les soins que l'on va prodiguer à l'ensemble des patients doivent toujours être adaptés à ce qu'ils sont en capacité de faire. J'en veux pour exemple, dans mon cas, étant tétraplégique, lorsque l'on me remontait sur le lit, il n'était pas rare d'entendre des soignants me dire « Allez, Madame Lalande, faites un effort, aidez-nous à vous redresser », ce qui m'était matériellement impossible. Donc il faut être extrêmement prudent à ce genre de petits mots qui peuvent être extrêmement douloureux et qu'on peut vivre vraiment comme une discrimination lorsque l'on est patient dans cette situation. Le choix de fin de vie également est un point très important qui fait l'objet de lois spécifiques très largement débattues, mais qui offrent un large choix de possibilités aujourd'hui aux patients, notamment dans le cadre des directives anticipées que l'on aura peut-être sûrement et idéalement proposées à ces patients. Autre point qui n'est pas forcément noté dans la charte, vous devez avoir désigner une personne de confiance. Le patient aura désigné cette personne à l'entrée ou, sans sa capacité, quelqu'un se sera proposé et c'est à cette personne qu'il faudra se référer pour peu que le patient ne soit pas en capacité de donner un avis, un consentement. Néanmoins, dès lors que le patient est en capacité de le faire et suffisamment conscient pour le faire, vous devez vous rapprocher de lui et non pas de la personne de confiance pour obtenir son accord. Donc même avec les yeux, vous devez pouvoir lui demander son avis.
Voilà, j'ai fait un tour rapide sur la question. Sachez donc qu'il existe dans tout le médico-social la charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui est une charte encore beaucoup plus complète et que je vous engage à consulter et à lire avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup.